Un chevalier qui pique, Stephen King sauce George Romero, deux magiciens anglais au 19e siècle et un roman de Virginie Despentes bien en colère. Qu'est-ce qu'on a lu en février? Salut les petits potes, on se retrouve avec un petit mois de février, seulement 4 bouquins ce mois-ci. Donc soyons courts, soyons efficaces et plongeons-nous dans mes lectures de février. On a commencé le mois avec le tome final de la trilogie du Chevalier aux épines, donc le débat des dames. C'est écrit en petit ici. Petit moment rétrospective. En 2007, le talentueux Jean-Philippe Jarowski publie un premier recueil de nouvelles intitulé Jano Vera aux éditions Les Moutons Électriques. L'écrivain en herbe s'est déjà fait un nom dans le domaine de la fantasy puisqu'il a écrit 2 jeux de rôle à succès, dont un prenant place dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ce recueil de nouvelles, il obtient le prix Cafard Cosmique. Il contient 10 histoires. Parmi elles, 2 vont être fondatrices de l'univers du Vieux Royaume. On aura Mauvaise Donne qui nous présentera le personnage de Benvenuto Gesufal, protagoniste du fantastique roman Gagner la guerre qui sort en 2009 et qui fait de Jean-Philippe Jarowski une référence de la fantasy française. La deuxième nouvelle, intitulée Le Service des Dames, servira de base à la trilogie du Chevalier aux épines, reprenant aussi, à l'instar de Gagner la guerre, le personnage principal de cette nouvelle. La trilogie du Chevalier aux épines sera publiée dans l'espace d'un an. Le premier tome, il est publié en janvier 2023, il s'intitule Le Tournoi des Preux, et je l'avais chroniqué en juin, et je l'avais beaucoup apprécié, malgré une intrigue un peu trop lente à se mettre en place, et un Jean-Philippe Jarowski qui aime un peu trop, a raison, son style d'écriture. Le deuxième tome, Le Conte de l'Assassin, est publié en juin 2023, et j'en avais parlé en août. L'intrigue s'étirait encore plus en longueur, puisque Jarowski reprenait les événements du tome précédent, mais en les décrivant d'un autre point de vue. Celui d'un personnage très apprécié, Benvenuto Gesufal, qui fait une incartade dans le pays du Chevalier aux épines. Et quel plaisir ce fut de retrouver ce personnage, ce qui en faisait un tome précédent supérieur, qui, pour rappel, était déjà très très bon. Et donc puis pour finir, ce tome qui conclut la saga, Le Débat des Dames, sorti en janvier 2024. Donc le Chevalier aux épines, ça prend pour personnage principal Edan de Vaumassel, qui est un chevalier preux, stoïque et plutôt froid. Pour le contexte, la duchesse Odéar de Bromael, elle est soupçonnée d'adultère avec Edan. Et alors que celui-ci est le seul à pouvoir prendre la défense de la dame, il va pas venir à son procès, plongeant la duchesse et lui-même en fait dans le déshonneur. Un an après le procès, on retrouve le chevalier alors qu'il enquête sur la disparition d'enfants. En parallèle, il y a un tournoi qui s'organise pour rétablir l'honneur de la duchesse, dans lequel il y a 2 camps qui vont s'affronter, le camp de la duchesse et puis le camp du duc. Plus trop sûr de cette information, peut-être qu'elle sera coupée. Donc on a là les événements du premier bouquin. Dans le second tome, on prend les mêmes et on recommence, tout en réintroduisant du coup un personnage qu'on aime autant qu'on est. Pour le troisième tome, difficile de vous résumer l'intrigue sans vous spoiler les 2 tomes précédents, mais c'est la guerre, et Dan il est d'autant plus déterminé à défendre son honneur et donc celui de la dame. Alors qu'est-ce qu'on en pense du débat des dames, mais du coup qu'est-ce qu'on en pense de la trilogie du Chevalier aux épines? Parce que mon avis pour ce tome, il vaut aussi pour toute la trilogie, qui s'étale sur plus de 1500 pages. C'est une histoire complexe, avec un nombre faramineux de personnages, de situations, de retournements. Le style est impeccable, et c'est impressionnant comment Jean-Philippe Jarowski peut changer de costume entre la fourberie et le parler de Benvenuto Gesufal, et le roman de gestes d'époque du Chevalier aux épines, et le vocabulaire qui est associé. L'univers est complètement zinzin, et le potentiel créatif est sans borne. Pendant, je préfère vous prévenir, cette trilogie m'a particulièrement frustré, voire un peu mis en colère. Y a pas de fin, y a pas de vraie fin, je veux dire. Et pour moi, c'est un vrai défaut. Au bout de 1500 pages, de jours de lecture investis, y a pas de récompense à la fin, y a pas de réponse. C'est presque comme s'il manquait un tome entier. On s'arrête en plein milieu de l'intrigue, alors qu'il se passe enfin quelque chose et qu'on arrête un peu d'être bavard. Et à la fin de la lecture, j'étais vraiment en train de me demander si j'allais pas revendre les 3 tomes. Le destin des personnages, on s'en fout, parce que on l'explore pas vraiment. La fin, elle est très abrupte, et celui de Benvenuto encore moins, parce qu'il est pas du tout présent dans ce tome-là. C'est un peu un spoil. On finit par des digressions un peu métadigétiques, où on a un auteur qui joue littéralement avec nous, lecteurs, et je valide pas en fait. On en veut plus, et on espère vraiment qu'il y aura une véritable conclusion plutôt qu'un espèce de jeu d'ombre insatisfaisant. Peut-être que j'en fais trop, et peut-être que j'en ai trop attendu de cette saga, et peut-être que je suis un lecteur un peu trop limité pour vraiment apprécier cette conclusion qui sort du récit, mais je me suis un peu senti à la limite de l'irrespect à la conclusion de cette trilogie. Ensuite, j'ai lu Cellulaire de Stephen King. Aux USA et en France, c'est publié en 2006. Chez nous, comme à l'accoutumée, c'est Albin Michel qui publie Le Maître de l'horreur. C'est le 53e tome de Stephen King que je lis, après le très fade La peau sur les os, lu en novembre. Du côté du King, c'est sa 54e publication, comme quoi on se retrouve toujours au milieu. Entre le dernier tome de son Seigneur des Anneaux personnel, c'est-à-dire La Tour Sombre, saga ultra déceptive du King, qu'il a écrit shooté aux antidouleurs, et Colorado Kid, que j'ai pas encore lu, mais qui ne saurait tarder. Pour les nouveaux, et ceux qui sont tombés sur cette vidéo, ou qui sont juste de passage, j'adore Stephen King, je dirais même que c'est mon auteur phare. J'ai lu personne autant que lui, et il y a quelques bouquins de lui dans mon top 10 romans préférés. D'ailleurs, tant que vous êtes encore là,
voilà, hein, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ces 25 meilleurs romans, selon moi, que j'ai faite l'année dernière. Même si le classement il est plus à jour, bah je suis particulièrement fier de cette vidéo. Après cette longue introduction cellulaire, bah de quoi ça parle? Le postulat il est très simple, les gens qui utilisent leur téléphone portable à un moment donné se transforment en pseudo-zombies. Dans ce contexte, on va suivre Clayton Riddell, qui est un dessinateur de bande dessinée qui se rend à Boston pour y rencontrer son futur éditeur. Il vient de se séparer de sa femme et il est loin de son fils. C'est un peu la déprime. Mais alors qu'il se rend à son rendez-vous en passant par un parc, il voit que tous les gens qui sont au téléphone se transforment en meurtriers sanguinaires qui massacrent tout ce qui se trouve sur leur chemin, que ce soit humain ou non. Ces gens-là, ils sont pas tout à fait zombies, mais presque. Clayton, aidé de quelques survivants, il va tout faire pour retourner dans le Maine et retrouver son fils. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de Cellulaire? Bah, c'était vraiment pas mal. De base, le synopsis, il m'avait l'air un peu fade, des zombies et des téléphones, voilà, pas dingue quoi. Stephen King parvient à ajouter une vraie touche d'originalité à ces zombies qui partagent une espèce de connexion mentale qui peut les faire agir en tant que meute. Il y a un peu un aspect très animal à ces zombies et c'est bien réussi. Donc il y a un processus aussi de connexion mentale qui se désagrège avec le temps. C'est vraiment bien foutu, je trouve. Les personnages, ils sont vraiment attachants et forts malgré leurs faiblesses humaines. Et ça, c'est vraiment cool, je trouve. On a tous les archétypes des récits de zombies quand même, hein. Mais de la main de Stephen King, ça passe bien. Même si c'est un peu du réchauffé, c'est du vu et revu. L'hommage au film de zombies de George Romero marche très bien, même si le contexte, la transformation en zombie depuis le téléphone portable, hein, c'est un signal téléphonique qui rend les gens complètement zinzin. Il est assez pâteau en fait, hein. Ça fait un peu passéiste dans sa proposition, un peu boomer, voilà, hein, bien que le roman ait presque 20 ans. Cette charge anti-téléphone, elle manque un peu de subtilité, hein. Il en reste pas moins un roman de Stephen King de très très bonne facture. On a lu Jonathan Strange and Mr. Norrell, donc c'est un roman qui est écrit par Susanna Clarke. Elle l'a écrit pendant 10 ans, d'une période allant de 1993 à 2003, et c'est publié au Royaume-Uni en 2004 par la maison d'édition Bloomsbury, qui est responsable de la publication d'Harry Potter. Et cette maison d'édition était persuadée que Jonathan Strange and Mr. Norrell, ça allait être un succès incroyable en librairie, puisqu'ils ont imprimé 250 000 copies de poche avant la publication. Ils avaient raison, hein, parce que c'est un best-seller qui a remporté de nombreux prix. Le prix Locus du meilleur roman en 2005, le prix Hugo du meilleur roman en 2005, le prix World Fantasy du meilleur roman en 2005, bref, un succès. En France, c'est publié en 2007 par les éditions Robert Laffont. D'ailleurs, Susanna Clarke, elle a écrit Piranèse, qui a été publié en 2020, dont j'ai chroniqué dans mes meilleurs romans de 2022, hein, parce que vraiment, ça a été un coup de cœur immédiat, et il s'est immédiatement classé par mes romans favoris. Donc j'avais d'énormes attentes concernant Jonathan Strange and Mr. Norrell, qui d'ailleurs a été adapté par la BBC en mini-série en 2015. Donc dans ce roman, de quoi est-il question? Donc on est au tout début du 19e siècle, au Royaume-Uni, et le royaume, il est un peu fauché, il est ravagé par les guerres napoléoniennes qui sont sans fin contre la France. Et donc le roman, il s'ouvre sur une réunion de magiciens théoriciens puisque malheureusement, la magie effective a disparu du Royaume-Uni et de l'Angleterre depuis bien longtemps. Disparu, pas entièrement, parce qu'il reste un magicien, le vieux Monsieur Norrell, qui se déclare un jour, voilà, il fait un tour de magie pour montrer que la magie est encore en vie, et il se propose au gouvernement pour vaincre ces salauds de français. Et Monsieur Norrell, il est irascible, il est aigri, il est désagréable, il veut personne d'autre de lui au service de la magie, hein. Il veut qu'il y ait que lui comme magicien, et puis il achète tous les bouquins de magie, hein, pour que personne ait accès à ça. Mais pendant ce temps-là, on aura le jeune Jonathan Strange qui apprend la magie de lui-même et qui va se faire remarquer par Monsieur Norrell lui-même, et qui prend en tant qu'apprenti, hein, un peu malgré lui. Et leurs caractères, à tous les deux, ils sont diamétralement opposés, et au fur et à mesure des dissensions, ils vont s'éloigner et s'affronter. Alors, Jonathan Strange et Mr. Norrell, qu'est-ce qu'on en pense? Donc j'avais d'énormes attentes, hein, étant donné mon amour pour Piranèse, hein, de Susanna Clarke, et je suis très déçu. C'est pas foncièrement mauvais, mais c'est trop long et c'est trop ennuyeux. C'est une vraie brique de plus de 840 pages écrit en petits caractères, mais le rythme ne me correspond pas du tout, hein. C'est long, c'est très long. Le bouquin est écrit comme un livre d'histoire d'époque, il y a plein de notes de bas de page pour expliquer des détails de l'histoire, notes de bas de page qui sont beaucoup trop longues, et on s'emmerde. On multiplie les intrigues secondaires qui n'ont pas forcément de pertinence pour le récit initial, avec des personnages secondaires qui sont pas forcément intéressants non plus. Le contexte du début du 19e siècle, c'est franchement cool. On a une histoire alternative du coup, et ça c'est vraiment, j'apprécie beaucoup, hein. Mais ça sauve pas de l'ennui général qui s'infiltre dans le roman. Monsieur Norrell est franchement désagréable à suivre, mais comme la plupart des personnages du roman. La fin elle est précipitée et pas satisfaisante du tout. Vu les prémices intéressantes et le lore qui est très très bien construit, hein, c'est vraiment étoffé. On s'attend à une conclusion épique, un affrontement dantesque entre les deux, mais non, rien de tout ça. Donc la déception elle est un peu amère vu le temps investi, le nombre de pages. Et pour finir ce mois de février, on a lu Cher Connard de Virginie Despentes. Donc Cher Connard, c'est un roman publié en 2022 par les éditions Grasset. Virginie Despentes, c'est une autrice subversive majeure de la littérature française du 21e siècle. J'ai découvert avec sa trilogie Vernon Subutex, publiée par Grasset entre 2015 et 2017, et j'ai adoré cette trilogie. L'histoire
du personnage éponyme, Vernon Subutex, qui est un disquaire qui est contraint à fermer boutique, parce que c'est plus à la mode, et à lâcher son appartement. Donc il va squatter à droite à gauche chez des amis, puis chez des connaissances. Il va tous et toutes les changer profondément, les transformer à jamais, alors que lui-même va se transformer en espèce de divinité du cool et de la musique transcendantale. C'est vraiment remuant, et j'ai tout de suite adoré l'énergie un peu colérique là de Virginie Despentes. Prix Renaudot 2010, prix Landerneau 2015, prix de la BNF 2019, mais aussi membre de l'Académie Goncourt entre 2016 et 2020. On a un monument là de la littérature française en présence. Grand succès de librairie, j'avais hâte de vous dire Cher Connard. Donc Cher Connard, de quoi est-il question? C'est un roman épistolaire moderne, c'est plus des lettres qui sont envoyées, mais c'est des DM Insta, des messages privés quoi. Donc on a deux personnages qui correspondent. On a Rebecca, qui est une actrice en fin de carrière, qui fut pendant un temps le plus grand sex symbole en présence, qui maintenant a vieilli et tombe en désuétude. Et on aura Oscar, qui est un écrivain à succès qui est accusé de harcèlement sexuel par Zoé, son ancienne attachée de presse. Et au travers de ces échanges qui sont d'abord remplis de colère, de haine et d'insultes, s'établit une espèce de relation amicale, personnage où les sujets sont abordés, l'addiction aux stupéfiants, la drogue, l'alcool, la célébrité, le féminisme, les réseaux sociaux, les relations humaines, bref. Et donc, Cher Connard, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai beaucoup aimé, et il y a un truc ultra humain que je retrouve nulle part avec la même force et avec la même intensité chez Virginie Despentes. Tous les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, ont cette profondeur d'âme qui en font des personnages totalement réalistes et crédibles. Ils sont bourrés de défauts, mais aussi de qualités intrinsèques. On a régulièrement envie de les gifler, mais aussi de leur payer un coup et d'espérer le mieux pour eux. Dans cet échange entre Oscar et Rebecca, ils se répondent pas forcément. Il y a un moment où chacun expose ses problèmes et ses doutes sans forcément répondre à l'autre. Et j'ai beaucoup aimé ce détail, cette humanité pure, très réaliste. C'est le bordel et ça part dans tous les sens. Les thèmes sont abordés pêle-mêle, mais c'était prenant, dur parfois, mais toujours plaisant et important. Donc c'est ma recommandation du coup. Merci à tous pour cette écoute, pour cette vidéo un peu plus courte que d'habitude je crois, parce que j'ai quand même beaucoup parlé, mais j'ai moins lu que d'habitude. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner aussi si le cœur vous en dit. Je vous remets mon TikTok, même si ça fait longtemps que j'ai pas posté dessus, mais chaque jour qui passe me rapproche de ma prochaine publication. Le mois prochain on va parler du 2e tome de l'Assassin Royal. On va aussi lire un roman de science-fiction qui a été adapté ensuite par Alex Garland pour Netflix. Alex Garland, le réalisateur de Civil War. Civil War par Chris Evans, celui qui est sorti cette année. On va parler d'un roman bizarre à propos d'une icône du Moyen-Âge. On va parler de poésie et de football, d'un roman de Stephen King encore une fois, et de la communauté de l'anneau. Alors, à la prochaine.